Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Le Premier ministre a prié ce matin avec la communauté Haïzi à Biaté dans la commune de Songon. Un culte dédié à l'action communautaire. Robert Begré-Mambé a engagé la communauté à la solidarité, mais surtout à prendre leur part et leur place dans le processus de développement. Hajj 2025, le premier vol d'école ce soir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Au total, 10 000 fidèles musulmans vont accomplir le pèlerinage à la Mecque. Pour ce soir, 776 candidats au Hajj quittent Abidjan pour l'Arabie Saoudite. L'indice de développement humain, la Côte d'Ivoire réalise des avancées. 157e place au classement mondial de l'IDH, 4e meilleure progression. Le PNUD a présenté le rapport hier. La ministre de l'économie, du plan et développement appelle les partenaires à soutenir davantage les actions du gouvernement. Focus ce soir sur le centre de consultation et de traitement d'odontostomatologie qui reçoit des milliers de patients chaque année. Il est dédié à la pédagogie des étudiants en formation dans cette unité de médecine. Il y a 8 services et spécialités dont la chirurgie buccale. La paix et la cohésion sociale pour que le développement se poursuive. Le Premier ministre a prié ce matin avec la communauté Haïzi à Biaté, un village dans la commune de Songon, un culte dédié à l'action communautaire. Robert Begré-Mambé les a engagés à la solidarité. Et puis en religion, les chrétiens à Lourdes, ce sont les militaires d'une soixantaine qui sont pour le pèlerinage international. La cérémonie officielle et la messe d'ouverture ont rassemblé des délégations de près de 40 pays. On fait le point avec nos envoyés spéciaux, Godefroy Okambawar, Célestin Frodo. Militaires, pèlerins d'espérance, c'est le thème de ce 65e pèlerinage militaire à Lourdes. Il met en lumière le rôle fondamental des militaires au service de la paix. Pour nous, c'est un moment hyper important entre tous les frères d'armes, que la paix arrive dans le monde et qu'il n'y ait plus de guerre. Et justement, la Côte d'Ivoire, pays de paix et du vivre ensemble, est représentée à cette rencontre spirituelle par un contingent d'une soixantaine de militaires, tous corps confondus. Au-delà des uniformes, la solidarité et la fraternité entre les peuples sont célébrées. Dans cette commune fraternité d'une vie reçue qui nous dépasse de part en part, ce cadeau extraordinaire de la vie remis entre nos mains et que les forces armées ont mission toute particulière de protéger, très particulièrement tournée vers les plus pauvres et les plus faibles. Nos diversités de culture, nos diversités d'appartenance, nos diversités d'uniformes disent notre commun engagement. L'autre temps fort de cette rencontre est la messe officielle et le défilé des forces en présence. La Côte d'Ivoire s'illustre de la plus belle des manières avec sa fanfare. L'aumônerie militaire qui accompagne ces pèlerins appelle au raffermissement de la foi. Malgré les vicissitudes et les difficultés, ou je pourrais dire des appréhensions de guerre ici et là, on puisse avoir cette culture de paix. Parce que les militaires d'abord doivent se côtoyer et vivre aussi dans la paix. Cette rencontre est aussi l'occasion pour de nombreux pèlerins de recevoir les sacrements de la réconciliation, de l'Eucharistie et celui des malades. Après les chrétiens, les musulmans, 10 000 fidèles vont rejoindre l'Arabie Saoudite pour le Hajj cette année. Ils vont accomplir le 5e pilier de l'islam, qui est le pèlerinage à la Mecque. 2 vols quittent Abidjan aujourd'hui avec à bord 776 pèlerins. Amidia Rassouba, Zakaria Traoré. Ils sont prêts à aller accomplir le 5e pilier de l'islam qui est le Hajj. Après avoir passé les formalités, ces pèlerins ivoiriens au nombre de 388 pour le vol inaugural s'envoleront vers la Terre Sainte, la Mecque. Si aujourd'hui on est parmi les gens de Hajj, on doit remercier tout-puissant Allah. Parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. On remercie l'État ivoirien pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et on prie Dieu pour le pays aussi. Après l'invocation du Hajj, les derniers consignes avant le vol. Ils sont dans la salle maintenant d'embarquement où ici nous allons leur donner des conseils pour faciliter le vol pour certains comme c'est la première fois.
Également donner des conseils d'usage aux pèlerins quant à l'hébergement et tout ce qui concerne les déplacements en terre saoudienne, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter pendant le vol. Tous ces aspects-là, nous allons leur rappeler certains conseils pour leur permettre d'avoir un voyage agréable et un atterrissage bien préparé. Quelques heures après la mise en service du terminal Hadj, les autorités ivoiriennes et saoudiennes ont apporté leur soutien aux pèlerins. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a livré le message du chef de l'État aux hôtes d'Allah. Nous sommes à l'heure du départ pour la Terre Sainte. À ce moment précis, je me fais le devoir de transmettre le message de son Excellence El Hadj Alassane Ouattara, président de la République, aux pèlerins, qui est un message de soutien, un message de prière, un message de vœu d'un Hadj fructueux, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, puisse exaucer le Hadj de chacun d'entre nous. Après le vol inaugural qui s'est déroulé un peu plus tôt dans la journée, le second vol aura lieu à 23h avec 388 autres pèlerins. Au total, pour la journée du 17 mai, ce sont 776 pèlerins qui vont atterrir à la Mecque. Les vols qui vont s'échelonner jusqu'au dimanche 25 mai 2025 seront repartis sur 10 vols internationaux via l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Yami Diarasouba et Zakaria Traoré nous précise qu'un terminal justement est dédié au départ pour le Hadj. Il est constitué de toutes les commodités, dont une salle de prière. Les autorités ivoiriennes et saoudiennes facilitent ainsi le voyage des pèlerins. Les locaux inaugurés ce samedi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire continue son ascension vers l'un de ses objectifs, celui de révolutionner l'organisation du Hadj dans la sous-région. Pour relever ce challenge, la Côte d'Ivoire et l'Arabie saoudite viennent de mettre en service le terminal Hadj. Cette infrastructure entièrement dédiée au Hadj permet désormais de séparer les flux de pèlerins des autres passagers avec un parcours spécifique facilitant les formalités douanières et aéroportuaires. Cet événement constitue une avancée majeure dans le développement de notre infrastructure aéroportuaire et traduit la volonté constante d'Aéria d'améliorer le parcours du passager, notamment pour nos concitoyens en partance pour le pèlerinage à la Mecque. Pour l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie saoudite en Côte d'Ivoire, ce terminal illustre de l'excellente coopération qui existe entre les deux pays. Je viens aujourd'hui pour exprimer aussi des remerciements aux serviteurs des deux saintes mosquées, notamment au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour la coopération fructueuse qui règne entre les deux pays et qui a abouti à ces résultats aujourd'hui. Les ministres des Transports, de l'Intérieur et de la Sécurité se sont félicités de cette initiative qui épouse la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, celle d'améliorer les conditions de voyage et de prise en charge des pèlerins. Je voudrais indiquer que dans la haute vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire solidaire, résolument tournée vers le bien-être des populations, et également pour le renforcement de nos liens particulièrement généreux avec le Royaume d'Arabie Saoudite. Monsieur le Président de la République nous a instruits à l'effet de créer les conditions pour améliorer le voyage à tous les candidats du Hadj. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, El Hadj Alassane Ouattara, dont le leadership éclairé a permis à notre pays de figurer parmi les nations choisies pour bénéficier de ce programme exceptionnel. Les autorités ivoiriennes et saoudiennes ont ensuite visité les locaux. On y trouve une salle de prière, une salle d'ablution, des boxes d'immigration, des toilettes et des chaises. Les livres Racine comme une invite à valoriser le récit africain. Nos textes écrits, notre oralité sont trempés dans les valeurs d'une tradition riche et diversifiée. Les épopées sont relatées, les secrets sont ainsi transmis de génération en génération. Le savoir tout court, d'ici et d'ailleurs, est mis en lumière dans les livres. Le Salon international du livre valorise donc cette vie dans les ouvrages
et la 15e édition a pris fin il y a une semaine. On fait le point ce soir avec le commissaire général du SILA, Hans-Félix Ndapri, l'invité de la page culture. Bonsoir. Bonsoir. Avec tout ce qui s'est passé cette année, on peut dire que c'était un succès, le SILA. Nous ambitionnons d'affirmer le caractère international de ce rendez-vous littéraire. Et donc nous pensons que nous avons pu atteindre cet objectif. D'accord, on fera le point donc tout à l'heure avec vous dans la page culture et l'actualité donc qui nous amène à Zambakro où l'Académie des forces armées renforce ses capacités. Un exercice a engagé l'ensemble des stagiaires de l'Académie. Ils sont mis en situation réelle afin de mieux comprendre les notions. On voit l'exercice AFA 2025 avec Abou Sanogo. Groupement 2 de la garde républicaine. Salle tactique servant de poste de commandement de l'exercice AFA 2025. La manœuvre est présentée au général de division Tem Ali Justin, chef d'état-major général des armées adjoint, aux côtés duquel se trouvait le général de division Philippe de Montenor, commandant le centre de planification et de conduite des opérations de l'état-major des armées françaises. Cap a été mis ensuite sur le terrain où les deux autorités militaires ont pu observer de près les aptitudes des stagiaires dans le cadre de l'action d'une brigade en contrôle de zone, s'appuyant sur des groupements tactiques interarmes à dominante infanterie. C'est un exercice en synthèse, AFA, initié par l'état-major général des armées, qui a pour but de mettre en situation réelle les stagiaires de l'Académie des forces armées et d'apprécier le degré de cohérence et la coordination entre les différents niveaux opérationnels. Pour l'état-major général des armées, les attentes sont claires. Éprouver une fois de plus les capacités des stagiaires de l'Académie des forces armées à différents niveaux de commandement. C'est un exercice aussi qui fait intervenir les unités militaires. Donc c'est pour contrôler la cohérence de tout ce qu'on a enseigné au cours de l'année. Tout le cycle de formation de l'Académie est concerné par cette formation, depuis l'école d'état-major jusqu'à l'école de formation des officiers, c'est-à-dire la formation initiale. Tout le monde intervient, chacun à son échelon. 1300 personnels mobilisés pour cet exercice qui est à sa 4e édition. Une opportunité pour l'encadrement et les apprenants pour évaluer et conforter les connaissances tactiques enseignées à tous les niveaux de formation. Après la défense au niveau de l'indice de développement humain, la Côte d'Ivoire réalise des performances. Le pays est classé 157e à la place mondiale, 4e meilleure progression et la première d'Afrique subsaharienne. Le PNUD a présenté le rapport IDH. C'était en présence des ministres de l'économie, des finances et de la santé. Léon Brou. De la 162e à la 157e place, la Côte d'Ivoire toujours dans la catégorie des pays à indice de développement humain moyen avec une valeur en 2023 de 0,582 contre 0,553 en 2022, soit une progression de 3%. La Côte d'Ivoire affiche la progression le plus fort de l'indice de développement humain en Afrique subsaharienne. Donc classé numéro 1 en Afrique subsaharienne et 4e au niveau mondial. Alors même que la sous-région progressait de 0,3% en moyenne. Donc c'est une progression 10 fois plus que celle de la moyenne sous-régionale. C'est la gouvernance pertinente sous le leadership du président de la République. À la base de cette performance, l'impact des politiques et programmes du gouvernement sur les leviers de l'indice de développement humain, revenu brut moyen par habitant, espérance de vie à la naissance, espérance de vie scolaire, durée de scolarisation, tout s'est amélioré en 2023. L'espérance de vie à la naissance a progressé pour se situer en 2023 à 61,9 ans. L'espérance moyenne dans le milieu scolaire a également fortement progressé et nous avons cet indicateur qui est un peu stable sur la durée de vie moyenne des plus de 25 ans. Le gouvernement fait des efforts. Ces efforts sont reconnus à travers cet indicateur
Et je pense que c'est un motif de satisfaction, c'est aussi un motif d'encouragement. Pour l'amélioration continue de l'indice de développement humain, le rapport national 2025 appelle à relever les défis par l'intelligence artificielle. L'engagement du PNUD d'affaires de la Côte d'Ivoire, le hub panafricain de l'intelligence artificielle réaffirmé, de même les initiatives publiques pour améliorer la gouvernance et la performance économique ou les indicateurs socio-éducatifs expliqué par les ministres de l'Éducation nationale, de la Santé et des Finances. Alors maintenant, aux États-Unis, la conseillère spéciale du Premier ministre en charge des questions de genre achève une mission à Washington. Efrazi Kwasi-Yao et des membres de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision ont eu une série de rencontres. Elle renforce les partenariats et présente les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire. Une rencontre internationale est prévue en juin à Abidjan. Serge Coléa. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique de l'égalité des chances hommes-femmes, leader de la gouvernance inclusive, se positionne au plan international. Efrazi Kwasi-Yao, la coordonnatrice du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, met en exergue l'expérience ivoirienne aux États-Unis. Les rencontres se sont poursuivies avec le think tank Global Women Institute de l'Université George Washington. Sur l'agenda de la conseillère spéciale du Premier ministre, on note les échanges avec Farah Rodrigue et Nadine Duplessis du réseau des femmes haïtiennes, une organisation regroupant environ 100 000 femmes dans le monde. C'est vraiment encourageant et on a beaucoup à apprendre pour notre pays aussi, parce que nous venons d'Haïti et on pense qu'Haïti n'est pas du tout près de ce chiffre 17,3 comme la Côte d'Ivoire, mais c'est un bon exemple et on va beaucoup apprendre. Efrazi Kwasi-Yao s'est entretenue avec les associations féminines. Elle a saisi l'occasion pour mobiliser les femmes de la diaspora autour du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Elle encourage les femmes à participer massivement au programme Adwin, plateforme inclusive au service des femmes africaines et afrodescendantes dans le monde. On leur a présenté 2 projets. Le projet du G100 qui regroupe les 100 femmes les plus influentes du monde, où la Côte d'Ivoire a eu la chance parce que je suis la présidente mondiale chargée des premières dames du monde. Je leur ai aussi présenté Adwin et c'est un projet qui va être lancé en Côte d'Ivoire les 5 et 6 juin. Ce projet-là, il va rassembler toutes les femmes africaines du monde, mais surtout les femmes afrodescendantes des États-Unis, de l'Amérique latine, de l'Afrique du Sud. Vraiment, on est 1 milliard de femmes africaines et afrodescendantes dans le monde si on se retrouve. À l'image du Compendium qui a aujourd'hui 14 ans, qui est le meilleur programme africain, je pense que l'Afrique va être soulevée. Le monde aussi va suivre parce que l'Afrique est le berceau. La mission s'est achevée par une importante rencontre au département d'État américain, une autre opportunité pour présenter les avancées en Côte d'Ivoire dans le domaine du genre. Et des avancées également au niveau de l'agriculture. Les jeunes entrepreneurs agricoles de Côte d'Ivoire vont bénéficier de l'expertise néerlandaise. Les 3 lauréats du Sahara seront les bénéficiaires. Le cacao, la noix de cajou, l'horticulture sont les domaines concernés. L'ambassade du Royaume des Pays-Bas a signé une convention pour ce faire. Constant Kokora, Devisoyo. Lancé il y a quelques mois, le prix néerlandais pour l'innovation agricole PENIA entre dans sa phase active avec la signature de plusieurs conventions entre l'ambassade du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire et ses partenaires. Objectif, dynamiser les secteurs stratégiques de l'agriculture ivoirienne, notamment le cacao, l'anacarde et l'horticulture. Je dirais qu'il est innovateur, dans le sens où on met en lumière des jeunes qui vont nécessairement impacter nos filières. Accompagner le PENIA nous donne l'assurance que beaucoup d'autres jeunes producteurs pourront comprendre que les opportunités ne s'arrêtent pas à cultiver et à vendre des fraises, mais à aller au-delà, à améliorer les revenus et surtout à garantir la durabilité de la cacaoculture. S'inscrivant dans une volonté de renforcer la coopération économique et diplomatique entre le Royaume des Pays-Bas et la Côte d'Ivoire, ce prix vise à stimuler la transformation agricole locale et encourager des solutions innovantes. Donc nous sommes ici comme partenariat gagnant-gagnant. On cherche le partenaire en Côte d'Ivoire qui peut travailler ensemble avec le Néerlandais dans plusieurs domaines, mais l'agriculture, c'est un domaine clé dans notre coopération avec la Côte d'Ivoire.
Soutenu par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, le prix néerlandais pour l'innovation agricole va être décerné aux meilleurs jeunes agriculteurs lors de la 7e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA, prévu du 13 mai au 1er juin à Abidjan. Et on s'arrête sur le centre de consultation et de traitement odontostomatologie qui reçoit 6 000 patients en moyenne par an. Ce centre de service public a un tarif social. Il est dédié à la pédagogie des étudiants en formation. Dans cette unité de médecine, il y a 8 services et spécialités dont la chirurgie buccale. Notre équipe de reportage a passé une journée dans ce centre d'excellence. Le reportage de Didier Nguessan. Centre de consultation et de traitement odontostomatologique, CCTOS. Aristide Ako accompagne sa fille pour un contrôle suite à une récente rage de dents qui a été prise en charge ici. Moi, j'ai fait toutes mes études au sein de l'université, donc je connais bien le CCTOS. Pour moi, c'est tout naturel. Comme sa fille, une autre jeune patiente, Jordan Keira, espère retrouver le sourire dans ce centre public spécialisé. J'ai une dent qui pousse par le bas et puis on doit l'arracher, on l'a arraché, mais aujourd'hui je suis venue mettre mon appareil dentaire. Ce matin, la salle d'attente grouille de monde. Sissé Minata est au chevet de son fils, victime d'un accident domestique. Elle est tombée sur sa dent, s'est cassée, puis on est parti à Nono et le dentiste m'a recommandé de venir ici. Le CCTOS dispose de 8 spécialités, au nombre desquelles l'odontologie pédiatrique. Les caries dentaires chez l'enfant ont une évolution particulière. Et puis, on a également des pathologies des muqueuses, des atteintes des muqueuses qui vont être également différentes dans leur évolution parce que quelquefois, l'enfant ne se plaint pas tout de suite. Et donc, quand les parents arrivent, on a des stades plus avancés. Quand il s'agit de corriger les malformations bucco-dentaires, l'orthopédie dentofaciale est compétente. Cette discipline, pour faire ses soins, s'appuie beaucoup sur des appareillages. Comme par exemple ici, nous avons ce jeune homme qui a une avancée dentaire avec des espaces un peu trop importants entre les dents. Il va par exemple bénéficier de cet appareil qui est amovible, que nous allons essayer tout à l'heure, justement pour corriger des espaces trop importants entre les dents. Le CCTOS a bénéficié récemment de nouveaux équipements médicaux modernes, relevant ainsi l'ensemble de son plateau technique, notamment celui de la chirurgie dentaire. L'image est donnée instantanément, donc après la pause, on réalise l'image radio pour voir si on a respecté tous les éléments. Et puis si la pause est convenable. L'opération est retransmise sur cet écran extérieur dans une démarche pédagogique. À défaut de se faire opérer ou corriger les maxillaires, la pose de dents artificielle s'impose comme le recours ultime pour les patients. Dans ce laboratoire, les prothésistes dentaires peaufinent les dernières commandes après l'avis favorable du dentiste. Le rôle de cette maquette d'occlusion est réalisé d'une plaque base et du sens qui va permettre d'aller prendre la hauteur de la bouche des patients qu'on appelle la DVO, la dimension verticale d'occlusion. Et cette maquette sera transférée sur un articulateur qui est le représentant du patient au laboratoire. Le rôle des dents, ce n'est pas seulement l'esthétique, il y a aussi la fonction. Même au niveau de l'allocution, pour s'exprimer, il va falloir qu'il tienne une prothèse. Directeur coordonnateur du CCTOS, professeur Avoaka Marie-Chantal veille à la qualité des prestations dans ce centre public de référence. Le CCTOS est un centre public, donc ce sont les tarifs sociaux, les tarifs publics qui sont appliqués. Nous prenons aussi la CMU avec les patients qui sont assurés CMU, donc ça permet de prendre en charge vraiment des patients, même pour ceux qui n'ont pas les moyens. Des consultations et urgences à la chirurgie dentaire, en passant par l'imagerie 3D et la parodontie, le centre de consultation et de traitement odontostomatologique de l'Université Félix Houphouët-Boigny et du CHU de Cocody se positionne comme un modèle né du savoir-faire de l'enseignement supérieur et de l'excellence du système sanitaire de Côte d'Ivoire.
Et voyons si cette évolution à venir, le quartier Braf Biafra à Treichville sera la perle des Burnies. Ce sera un modèle d'urbanisme moderne, durable et inclusif en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Construction, Bruno Nabagné-Koné, signe un protocole d'accord. Ce vaste chantier va s'étendre sur plus de 40 hectares, un projet qui va coûter 2000 milliards de francs CFA. Lancine Bakayoko. Voici ce que deviendra le quartier Yobou-Lambert, ex-Biafra, dans la commune historique de Treichville. 4 hôtels, des espaces commerciaux, des restaurants, 5 km de promenade, 7 places publiques, 3 parcs et bien d'autres commodités. Baptisé la perle des Burnies, ce projet de rénovation urbaine vise à moderniser le cœur de Treichville sans exclure ses habitants. Un de mes premiers projets a été de dire qu'il faut un quartier résidentiel à Treichville. Quel est le site qui s'y prêtait le mieux? Et c'est de là qu'est partie l'idée de la rénovation du quartier Yobou-Lambert. Le projet accorde une place essentielle aux acteurs locaux, chefferies traditionnelles, associations de quartier, jeunes femmes, propriétaires fonciers, en somme, toutes celles et ceux qui incarnent la vie quotidienne de ce quartier. C'est un projet qui nous tient à cœur, nous propriétaires du quartier Yobou-Lambert, et nous sommes impatients pour que ce projet se réalise. Cette initiative s'inscrit dans la vision des autorités de doter les communes d'infrastructures modernes, inclusives et durables, d'améliorer le cadre de vie des populations à travers des projets urbains structurants et socialement responsables. C'est un levier stratégique pour restructurer le cœur de la ville d'Abidjan, améliorer le cadre de vie de nos populations et surtout démontrer que l'aménagement urbain peut se conjuguer avec cohésion sociale sur les noyaux anciens sans écarter, sans déposséder, sans violence, sans pleurs et même sans colère. Il s'agit pour le gouvernement de parvenir à un habitat plus moderne et en cohérence avec l'évolution du temps et des exigences d'urbanisme. Bruno Nabagné-Koné a également mis l'accent sur l'urgence d'adapter les villes ivoiriennes à une croissance urbaine sans précédent. En 2030, 60% de la population vivra en milieu urbain. Au niveau de l'éducation, ce samedi, l'administration du lycée moderne de Cocody-Angré a célébré l'excellence. La 17e promotion terminale de l'école a été baptisée. Les responsables de l'établissement demandent aux élèves la rigueur et le travail pour le succès. Ahmed Traoré. La célébration de l'excellence et du mérite et le baptême de la 17e promotion terminale sont les deux sujets au cœur de cette fête des réjouissances au lycée moderne de Cocody-Angré. Une initiative qui vise à susciter une saine émulation entre élèves. Également à cultiver les valeurs morales que sont le travail, la rigueur et l'excellence. Les bois ivoiriens est le thème retenu pour cette célébration. Un thème justifié par le comité d'organisation. À travers les noms évocateurs de bois précieux de notre Côte d'Ivoire, nous honorerons les différentes facettes de cette excellence. Le prix Acajou, symbole d'élégance et de distinction, la solidité des connaissances avec le prix Irogo, les majors de cycle ayant gravi les étapes avec force et détermination se verront honorés du prix Abachi, léger mais résistant, image de leur ascension. Le prestigieux prix Eben, symbole de rareté et de valeur incomparable. Profitant de cette occasion, la première responsable de l'établissement indique aux élèves la voie à suivre. Je reste confiante que la jeunesse ivoirienne a du potentiel, de l'intelligence et de la créativité. Il nous revient, en tant qu'adultes et leaders, de vous accompagner, de vous donner les moyens d'aller encore plus loin. La 17e promotion terminale du lycée moderne de Cocody-Angré porte le nom d'Amandine Koula, elle-même enseignante et modèle pour les élèves. Le lycée moderne de Cocody-Angré compte plus de 4000 élèves pour 32 classes. Et ce samedi soir, nous ouvrons la page culture. Le ministère de la Culture et la Fondation Société Générale ont inauguré la Maison de l'Art à Grand Bassam, un lieu dédié à la promotion de l'art contemporain africain et la valorisation du patrimoine artistique et culturel ivoirien. C'est le bâtiment des postes et douanes de l'ère coloniale qui a été rénové. Hervé.
Situé au quartier France de la ville historique de Grand-Bassam, le tout nouveau musée d'art contemporain est inauguré. Baptisé Maison d'art Société Générale Côte d'Ivoire, l'ex-hôtel des Postes et Douanes a été rénové par le ministère de la Culture et de la Francophonie et la Fondation Société Générale Côte d'Ivoire. Ce projet exceptionnel, initié en 2019, est le fruit d'un partenariat public-privé réussi. Au travers de sa fondation, la Société Générale Côte d'Ivoire est fière de s'associer à la vision de l'État de Côte d'Ivoire et son ministère de la Culture et de la Francophonie. Une vision qui s'inscrit dans la dynamique ambitieuse du président de la République pour la protection et la promotion du patrimoine culturel ivoirien. Soutenir l'art contemporain est un choix judicieux. Et en accompagnant nos talents, nos jeunes, les jeunes en devenir, ainsi que ceux qui sont confirmés, vous apportez effectivement un appui qualitatif à cet ensemble. Apporter une plus-value à l'œuvre artistique, les bénéficiaires de cet espace culturel n'en demandent pas moins. L'existence d'un musée et le fait pour des artistes justement d'intégrer la collection d'un musée est nécessairement un pas important dans la construction de la carrière. Ça va apporter déjà un certain crédit au paysage culturel et artistique en Côte d'Ivoire. Et pour les artistes qui y sont, bien sûr que c'est un coup de pouce à la carrière parce que ça en rajoute à la notoriété. La Maison de l'Art comprend 2 salles d'exposition permanentes, une salle d'exposition temporaire, une résidence d'artistes avec atelier, des salles de réunion, un espace café-restaurant. Et nous retrouvons l'invité de la page culture, Hans-Félix Ndapri, le commissaire général du SILA. Le SILA, cette année, le Salon du livre d'Abidjan, avait pour thème les livres racines comme une invite à valoriser le récit africain. Mais aujourd'hui, comment se porte le livre africain ? Le livre africain aujourd'hui est en pleine mutation, en plein éveil de conscience, en plein réveil. Nous avons pris conscience au niveau du continent africain qu'il est grand temps de décloisonner nos barrières linguistiques à partir du livre, permettre donc au livre de pouvoir circuler au-delà de nos frontières linguistiques, monétaires, douanières, logistiques. Décloisonner, et c'est ce que d'ailleurs vous avez fait. Cette année, ce sont les pays des régions des Caraïbes qui étaient invités. Pourquoi ? D'abord parce qu'il était important de dresser ce pont, de créer ce pont culturel littéraire entre l'Afrique, donc la Côte d'Ivoire, et les Caraïbes, parce qu'au commencement, tout est parti d'ici. Voilà, ce sont des frères, ce sont des sœurs. À travers le thème dont vous avez parlé tout à l'heure, livre racine, c'était aussi une façon pour nous de permettre à ce que ce retour au niveau du continent, afin de se ressourcer, afin de venir ensemble nous interroger, afin de venir mutualiser nos connaissances, nos expériences, et puis pourquoi pas porter ensemble les défis de développement, les défis, des importants défis à venir. Oui, et ils sont venus, ces frères, disons-le ainsi, de l'autre côté sont arrivés. Christiane Taubira, l'ancienne ministre de la Justice de France, elle est surtout allée à Kanganyazé. Ah ben oui, elle est à côté de sa présence en tant qu'invitée spéciale du 15e SILA, en a profité justement pour visiter cet espace historique du côté de Tia-Salé, afin de se connecter à ses ancêtres. Oui. On va voir maintenant le récap du SILA avec Souleymane Doni-Songou. Des livres dédicacés pour les férus de lecture. Nous sommes au Salon international du livre d'Abidjan. Le SILA, c'est l'occasion pour toute la chaîne des éditeurs, des écrivains, de se retrouver pour un moment assez convivial avec nos lecteurs. C'est aussi une plateforme pour inciter à la lecture, à la découverte surtout de nouvelles œuvres, de nouveaux ouvrages. Ça nous permet d'entrer aussi en contact avec des auteurs, des écrivains de renom. Le SILA 15 montre que la littérature ivoirienne est en train de mûrir. Un rendez-vous littéraire majeur qui a rassemblé aussi bien les amoureux de la littérature que les auteurs et les éditeurs. Cette année, le SILA célèbre sa 15e édition, mettant l'accent sur la diversité littéraire et la richesse des cultures francophones, anglophones et caribéennes. Il est nécessaire aujourd'hui que dans le monde du livre, nous puissions avoir des relations sud-sud et plus sud-nord. Étudiante, Rebecca est à sa première visite.
Le style est une opportunité pour nous, étudiants, et pour tous les élèves aussi d'apprendre, de découvrir de nouvelles œuvres. Des résultats encourageants, non sans noter les difficultés auxquelles sont confrontés les écrivains. Au stand de la romancière ivoirienne, Komara Constance Mariam, des œuvres de tout genre sont exposées pour un public diversifié. Cette dernière édition du SILA se veut un franc succès, tant du point de vue du taux de participation que de l'engagement des acteurs du livre. Alors, un franc succès, oui, ça a été un franc succès, on peut le dire. 125 000 visiteurs sont allés au SILA, au Salon international du livre. On peut aisément dire que le livre est encore dans le quotidien des populations, donc il y a un intérêt autour du livre. Ben, ça, je suis affirmatif là-dessus. Il y a un bel intérêt parce qu'à ces 125 000 visiteurs, il faut également rajouter les visiteurs internautes qui ont participé au salon à partir des pages réseaux sociaux, notamment les pages du salon, où on a pu enregistrer plus d'1 million de visiteurs internautes. Donc, effectivement, on peut affirmer avec beaucoup de belles perspectives qu'aujourd'hui, le livre commence à s'installer dans les mœurs, dans le quotidien des Ivoiriens. Et ce sont des éditeurs, des écrivains qui ont aussi vendu des ouvrages. Est-ce qu'on sait à peu près combien tout cela a coûté en termes de chiffres? C'est 117 millions de francs CFA pour l'édition 2025 contre 100 millions pour l'édition 2024. Donc il y a une nette progression. Et là encore, les acteurs n'ont pas voulu nous communiquer l'entièreté des montants. Donc si vous faites... Donc c'est au moins 117 000 millions de francs CFA générés par la vente des ouvrages, plus de 5 000 titres référencés pour 2436 livres effectivement vendus. Mais aujourd'hui, quand même, la chaîne du livre a peut-être quelques difficultés, surtout ceux qui attendent de vivre de cette chaîne du livre. C'est peut-être le défi qui reste après cette promotion du livre. Oui, les défis sont là. Le défi de la distribution, donc de la diffusion du livre. Le défi aussi de la fabrication, parce que on va commencer d'abord par le défi de la fabrication, lié au coût des intrants qui demeure encore élevé. Après, vous avez le défi de la diffusion, de la distribution du livre, parce que le livre que nous produisons déjà à Abidjan, c'est pas chose aisée de le retrouver à Korogo, à Toumoudi, à Bengourou. Donc on pose là le problème des librairies, on pose aussi également le problème des bibliothèques. Mais il y a aussi le digital qui est une solution pour cela. Oui, le digital est une solution parce que le digital vient en complément au livre support papier avec cet avantage d'avoir le livre produit à Abidjan qu'on retrouverait en Chine, qu'on retrouverait en Allemagne. Donc le digital également est perçu comme une solution. Le digital tant en audiobook qu'en livre numérique sont aujourd'hui des supports novateurs, des supports d'avenir. Et l'autre bonne nouvelle de ceci-là, c'est cette convention qui a été signée avec l'Université Félix Houphouët-Boigny pour la formation au métier du livre. Voilà, parmi les défis, il y a le défi de la formation. Comme vous le dites, nous avons signé une convention avec l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, justement pour pouvoir obtenir de cette importante institution de créer un master au métier du livre. Donc c'est une réalité. À partir de l'année académique, dès le mois de septembre-octobre prochain, on aura donc l'ouverture de ce master au métier du livre qui va venir aider à une meilleure professionnalisation des métiers du livre. Rappelons, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas. C'est quelque chose qui n'existait pas au niveau de l'Afrique de l'Ouest francophone. Au Ghana, qui est un pays anglophone, vous avez des universités qui forment au métier du livre. Mais au niveau de l'Afrique de l'Ouest francophone, cela n'existe pas. Pour se former, on est contraint de se rendre au Cameroun, en Afrique centrale. Comme vous l'avez fait vous-même? Moi, je l'ai fait en 2003, où j'ai dû marquer une pause. J'ai pris 9 mois. Je me suis rendu au Cameroun, bénéficiant d'une bourse, pour pouvoir justement aller préparer un DSS en édition et pratique éditoriale. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, on peut se le dire, on regarde le SILA et on s'est dit comment ils arrivent, les organisateurs, à le faire. Est-ce que vous avez le soutien des autorités? Ah ben oui, nous avons le soutien des autorités. Nous avons un système de parrainage que nous avons institué depuis quelques années en associant une personnalité, une institution de la République. Donc cette année,
nous avons reconduit le parrainage du grand chancelier qui vraiment nous apporte cet engagement, cette disponibilité, cet encadrement nécessaire qui nous permet vraiment d'aller de l'avant parce qu'il a compris les enjeux du livre. Qui a été parrain l'année dernière et cette année aussi. Voilà, qui a été parrain l'année dernière, parrain cette année. Et il y a à côté du grand chancelier, notre ministre de tutelle, Madame Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, qui nous apporte, en plus de sa disponibilité, nous apporte son appui, tant institutionnel que matériel. Donc ce sont des éléments à relever, à rapporter. Mais bon, nous pensons quand même aussi qu'il y a encore beaucoup à faire. Voilà, parce qu'il ne faut pas baigner dans l'autosatisfaction. À côté de ce tableau, certes positif, on dénote une vitalité au niveau de l'édition ivoirienne et nous tenons à saluer ces initiatives privées qui sont entreprises chaque jour par les acteurs et les professionnels de la chaîne du livre. D'accord, merci. Et peut-être déjà commencer par regarder l'année prochaine, l'édition, la 16e édition, parce que le succès de cette année vous met peut-être quelque part la pression aussi. Ben ouais, voilà, nous n'avons pas d'autre choix, donc nous sommes déjà à la tâche pour préparer l'édition 2026 qui se tiendra du 5 au 9 mai prochain. Merci. Merci Hans-Félix Ndapri, commissaire général du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. L'invité de la page culture ce soir, on a fait le point sur cette 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Voilà qui met donc un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Ahmed Siloué. Ce soir, le sage nous apprend que quand la nuit tombe, on apprécie mieux la journée. Dieu le voulant, on se retrouve demain.